vous nous suivrez aux 4 coins du monde, et même au 5e, sur une île qui n'existait pas en 1962. Au bagne de Cayenne, vous verrez le dernier des étrangleurs. C'est un figuier. Nous irons voir la plante extraordinaire qu'on appelle le sabre d'argent, qui ne vit qu'au sommet du volcan d'Hawaï. Dans la forêt tropicale, nous irons espionner, la nuit, les chauves-souris qui font du trafic de graines. Et vous découvrirez les terribles fourmis coupeuses de feuilles. Vous resterez assis devant le coco-fès, condamné aux îles Seychelles à perpétuité. Vous apprendrez que les arbres disposent d'un système d'alarme. À La Réunion, vous applaudirez l'orchidée sans feuilles. En Australie, l'orchidée souterraine. Et en Amérique centrale, l'orchidée qui fait passer les abeilles dans le tunnel de l'épouvante. Nous avons même rencontré des arbres heureux parce qu'ils sont mariés avec des champignons. Nous irons voir, en haut d'un arbre, la grenouille qui vit dans une plante et le colibri qui repart sans payer sa consommation. Dans le désert d'Afrique du Sud, vous verrez l'invraisemblable welwitschia. Vous verrez même la fleur qui trompe les oiseaux avec les souris. Pour suivre à l'intérieur d'un lichen les amours d'une algue et d'un champignon, vous serez réduits à la taille de 5 millièmes de millimètre. Sur le Danube, nous dériverons avec les îles de Roseau. Au Danemark, vous saluerez le chêne contemporain de Jésus-Christ. À la frontière du Canada, nous verrons l'abominable Sarracenia des tourbières. Vous frémirez devant le champignon qui a des artères qui battent. Vous apprendrez que le roi de la forêt n'est pas celui qu'on croit. En vérité, au cours de ces 13 épisodes, vous n'en finirez pas d'être étonné. Et quand vous aurez été comme cette guêpe frappée par l'orchidée marteau, vous le serez aussi par cette évidence, que l'homme n'est jamais que l'homme, et que la vie ne cesse de faire de la recherche appliquée à la vie. Et voici le premier épisode, intitulé « Le plus faible des deux ». Force V, la force végétale. Pour l'observer, il faut l'accélérer. Force A, la force animale. Il faut au contraire la ralentir. La vie a longtemps hésité entre les deux. À peine apparue sur la Terre, ayant ouvert, comme font les commandos, sa première enveloppe d'instructions, la vie y a trouvé ceci. Phase numéro 1.
les bactéries. Une bactérie utilise, en moyenne, 1 million d'unités d'information, soit l'équivalent de 100 pages imprimées d'un livre dont chaque lettre serait une information. Affaire à suivre, car elles sont capables d'échanger ces informations. On pense déjà à les faire travailler à la place des puces électroniques dans des ordinateurs vivants. Après les bactéries, la vie a ouvert sa deuxième enveloppe codée. L'Islande, une source volcanique, plus de 60 degrés centigrades. Il y a 4 milliards d'années, les instructions de l'évolution furent d'inventer le végétal dans ces eaux encore chaudes et chargées des sels de la terre. Ainsi sont nées les premières algues équipées du génial petit grain vert permettant la photosynthèse. D'abord montées en option, comme sur cette glaine, qui peut être animale ou végétale, et par la suite en série sur tous les modèles. Nous sommes ici, des millions d'années plus tard, à l'intérieur de la feuille d'un arbre. Dans chacune de ces cellules, les voici, les fameux petits grains verts, les chloroplastes. Ils mesurent de 3 à 10 millièmes de millimètre de long. Ils se promènent sans arrêt dans du liquide. Grâce à leur forme, à leur nombre et à cette mobilité, ils offrent en permanence à la lumière une surface 10 fois supérieure à celle de la feuille qui les contient. C'est l'Allemand Molisch qui s'est amusé, en 1914, à mettre en évidence le rôle de la lumière dans la photosynthèse, c'est-à-dire dans la fabrication du sucre par les plantes. Un négatif laissé quelque temps sur une feuille, un traitement à l'iode, les parties plus ou moins opaques du négatif ont plus ou moins empêché la formation des sucres. Facile à refaire chez vous. Mais dans la plante, comment ça marche? D'abord, il faut de l'eau. De l'eau comme s'il en pleuvait. Non, pas vous, le champignon, vous ne faites pas la photosynthèse. Vous vous êtes trompé d'épisode. On n'est même pas sûr que vous soyez une plante. Vous repasserez, vous êtes dans l'épisode numéro 8. Quand vous avez assez d'eau, vous en faites monter, en même temps que des sels minéraux puisés dans la terre, jusque dans vos feuilles. En somme, vous leur servez de l'eau minérale. Dans l'air, il y a du gaz carbonique. Vous le prenez. Vous le cassez en deux en tapant dessus avec des grains de lumière qu'on appelle des photons. Pas la peine d'en prendre trop, 8 photons, ça suffit pour qu'une molécule de CO2 n'insiste pas. L'oxygène dont vous n'avez pas besoin, vous le jetez. Mais le carbone, surtout ne le jetez pas, c'est avec ça que vous allez faire des sucres. Et voilà le travail.
Rendement de matière vivante par rapport à l'énergie utilisée de 1 à 2%. Dans l'industrie privée, on ferait faillite. Mais la photosynthèse est un service public subventionné par le soleil. D'ailleurs, avec la lumière, on peut s'arranger. Voici l'une des orchidées les plus rares et les plus curieuses du monde. Solenangis aphylla, l'orchidée sans feuilles. On ne la trouve qu'à l'île de la Réunion. Vivant sur un arbre, elle trouve inutile d'avoir des feuilles. Elle fait la photosynthèse avec ses racines aériennes. Mais au début de son apparition sur la Terre, après avoir mis en route les bactéries et les algues unicellulaires, la vie a déclenché la troisième phase de ses instructions. Opération noyau. C'est alors qu'elle met en route la fabrication de l'amibe. Ce petit rond, au milieu de l'amibe, c'est un mini-ordinateur central qui lui permet de traiter ses informations elle-même au lieu de les échanger avec n'importe qui, comme font les bactéries. Voici, dans un champ opératoire d'1 centième de millimètre, une première chirurgicale mondiale, l'ablation du noyau d'une amibe. Que la Société protectrice des amibes se rassure, il suffit, même 2 heures plus tard comme ici, de rendre son cerveau, entre guillemets, à une amibe. Elle repart comme avant, l'air de se dire « qu'est-ce que je disais ?» Là aussi, pour la première fois au monde, voici une amibe en marche, filmée de profil au ras de terre, comme si notre opérateur était un protozoaire. Il risquerait alors ceci. Phagocyté par l'amibe, il se débat quand il est trop tard. Animal égale mobilité, donc capture de proie. Des millions d'années plus tard, cela donne ceci. Mais voici le premier affrontement dans la vie entre animal et végétal. En bas, Spirogyra, une algue filamenteuse connue pour l'élégance de ses grains de chlorophylle en spirale. En haut, une terreur. Cette amibe est officiellement appelée Vampirella, c'est tout dire. Vampirella est en train d'aspirer les grains verts de Spirogyra, vidant complètement l'une de ses cellules. Étrangement, au lieu d'être digérés, les grains de chlorophylle continuent à faire la photosynthèse dans le corps de l'animal, parce qu'il est translucide et que, biologiquement, il est encore proche de sa victime végétale. Imaginez une vache qui ferait la photosynthèse. Elle deviendrait toute verte. Voici un autre match.
Nous sommes quelque part perdus dans une goutte d'eau. Votre écran mesure exactement 1/10 de millimètre. L'amibe est en train d'avaler, comme un spaghetti, l'une de ces algues bleues qui sont les premières apparues dans la vie. Plus primitive que moi, tu ne n'es même pas. Elle se laisse empiler à l'intérieur de l'amibe comme un cordage. Mais quand celle-ci croit qu'elle va la digérer, hop, elle se détend comme un ressort et fait éclater l'amibe, qui n'en meurt pas d'ailleurs, et se recoue toute seule. En tout cas, cette fois, la plante se rebiffe. Troisième match de cette soirée animale-végétale. Des millions d'années plus tard. Nous sommes au Transvaal, en Afrique du Sud. Dans des propriétés immenses, mais toujours grillagées, on y élève ces ruminants qu'on appelle des koudous. L'herbe est rare. Essentiellement, ils broutent les arbustes. Voici l'affaire que l'on pourrait appeler coup dur pour les koudous. En 1981, les fermiers du Transvaal trouvent des koudous morts d'une façon curieuse. Ils sont morts de faim à côté des acacias dont, manifestement, ils ont refusé de continuer à brouter les feuilles. Certains sont morts accrochés au grillage des parcs. Ils ont voulu fuir. Mais quoi? Hiver 1983. Le professeur Van Hoven transporte sur place un laboratoire mobile. L'autopsie révèle que les koudous ne digèrent plus les feuilles des arbres, parce que ceux-ci ont augmenté considérablement la proportion de tanins dans leurs feuilles. Hiver 1984. Le professeur Owen Smith débarque avec toute sa classe d'étudiants armés jusqu'aux dents. Pendant plusieurs jours, il martyrise les arbres. Aucun doute. Un quart d'heure après avoir été attaqués, les arbres augmentent la proportion de tanins dans leurs feuilles de 256% au bout de 2 heures. De quoi rendre leurs feuilles absolument indigestes. Et il faut 100 heures pour qu'un arbre se calme. Mais ce n'est pas tout. Le professeur ordonne à ses élèves d'épargner certains arbres. Et il analyse les feuilles de ces arbres-là. Aucun doute non plus. Un arbre situé à 2 ou 3 mètres d'un autre que l'on a frappé, s'il est de la même espèce, augmente aussi la proportion de tanins dans ses feuilles. Les arbres attaqués envoient donc aux autres des messages d'alarme. Sans doute, une substance volatile, dégagée par les feuilles blessées, déclenchant la réaction chez les voisins. Conclusion scientifique ainsi résumée, réaction de défense des arbres induite par surconsommation de la part des mammifères. En clair, arme végétale de dissuasion chimique pour parer à une attaque massive. Quatrième combat de cet affrontement animal-végétal. Voici la plus impitoyable des fleurs, Nymphea capensis, la fleur fatale. Comme beaucoup de fleurs hermaphrodites, ayant donc des organes mâles et femelles rapprochés, elle s'arrange pour ne pas se féconder elle-même. Pour cela, elle commence par être femelle pendant 2 ou 3 jours, sans pollen. Pendant les jours suivants, elle est mâle, avec du pollen. Et c'est seulement quand elle est femme qu'elle est fatale.
Attirés par un parfum suave, les insectes se précipitent. Voici l'une de ces jolies mouches qui ressemblent à des abeilles et qu'on appelle des cirphes. Elles cherchent du pollen sur les étamines. Non seulement elles n'en trouvent pas, mais les étamines sont cirées comme un parquet. Ça y est, elle a glissé. Elle est tombée dans un liquide spécial, contenant un agent mouillant, de manière que l'insecte soit bien imbibé. Mais la mouche ne veut pas mourir. Elle veut s'en sortir. Va-t-elle réussir? Non, ça glisse vraiment trop. Cette fois, elle renonce. Elle n'est pas encore morte que commence à tomber de son corps ce que la fleur voulait. Une neige de pollen venant d'un autre nymphéa. Car l'organe femelle de celui-ci est tapi au fond du liquide pour recevoir la semence mâle. Tout était organisé pour cela. Ce n'est pas tout. Dans la nuit, la fleur se referme sur le cadavre. Mais le lendemain et les jours suivants, elle garde ses étamines centrales refermées, faisant un sarcophage à l'insecte qui lui a fait l'amour et qu'elle a sacrifié. Entre-temps, elle a mûri ses étamines, offertes maintenant comme des sucettes enrobées de pollen à d'autres insectes, qui ne risquent plus de tomber dans le piège de la veille et qui peuvent repartir librement avec la semence mâle vers un autre nymphéa. Voilà donc une fleur qui décide, pour sa fécondation, qu'un insecte doit mourir et l'autre non. Car la plante n'est pas toujours le plus faible des deux.